Bonjour à tous. Vous m'entendez si je parle là? Oui? Parfait. Donc, on va démarrer tout de suite. On attend notre dernier intervenant, qui va nous rejoindre tout de suite. Je m'appelle Anne Bringot. Je coordonne le travail des ONG sur la transition énergétique pour deux associations. Une qui s'appelle le CLAIR, qui est l'organisateur de ce table ronde et qui est le réseau pour la transition énergétique, qui rassemble à peu près 280 acteurs territoriaux qui mettent en œuvre concrètement la transition énergétique dans les territoires, pour un tiers des collectivités, pour un tiers des entreprises et pour un tiers des associations. Et je travaille également pour le réseau Action Climat. Donc aujourd'hui, nous avons voulu avoir cette table ronde sur le 100% énergie renouvelable, c'est possible. C'est vrai que 100% énergie renouvelable, c'est un slogan qu'on entend de plus en plus. Est-ce seulement un slogan ou est-ce possible ? En tout cas, donc c'est un petit peu ce à quoi nos intervenants vont répondre aujourd'hui. Et nous allons voir avec eux pourquoi il faut aller vers 100% d'énergie renouvelable. Et juste en introduction, je voulais vous dire, puisque je travaille aussi pour le réseau Action Climat, que si on veut aller vers le 100% énergie renouvelable, c'est en partie du fait des changements climatiques. Vous savez tous que les changements climatiques sont liés aux gaz à effet de serre, dont une grande partie vient de la combustion des énergies fossiles. Donc on sait qu'il faut sortir des énergies fossiles. On sait aussi que le nucléaire est une solution qui a ses limites et que donc il faut aller vers la réduction de la consommation d'énergie et tendre vers le 100% énergie renouvelable, ce qui réduira également la facture énergétique de la France et permettra de réduire aussi la facture énergétique des ménages. On sait qu'actuellement 11 millions de personnes souffrent de précarité énergétique, donc c'est également un enjeu de donner accès à l'énergie à tous. On va commencer du coup par 3 présentations de 10-15 minutes chacun. Ensuite, il y aura un temps assez long de questions-réponses. Et on va commencer avec une vision un petit peu nationale d'abord, avec David Marchal de l'ADEME. Merci d'être avec nous, qui va nous présenter l'étude qui a été pilotée par lui et par l'ADEME pour aller vers, donc est-ce possible d'aller vers un 100% énergie renouvelable en France pour l'électricité en 2050. Et voilà la réponse que vous nous apportez, David Marchal. Merci. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur le pourquoi de cette étude. En plus de ce qui vient d'être dit, l'ADEME, dans un de ses rôles, en dehors de son rôle de généralisateur ou d'expert de la transition énergétique, un rôle de précurseur. Et dans le cadre de ce rôle de précurseur, essaye d'explorer un peu l'avenir en imaginant ou en explorant des solutions qui peuvent paraître extrêmes, hein, mais en tout cas, l'objectif de cette étude s'inscrit bien dans cette optique-là, celle de précurseur. C'est ce que je vais essayer de vous montrer au travers de ces quelques transparents. Donc, vers où il faut viser. Voilà, c'est bon. Donc cette étude, vous en avez entendu parler, cette étude vise à explorer au niveau national, effectivement, la faisabilité d'un mix électrique avec un fort taux de pénétration renouvelable. Je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est que ce n'est pas un scénario, dans le sens où on ne regarde pas la trajectoire entre le mix actuel et le ou les mix que je vais présenter par la suite. On est dans une approche purement théorique, et là encore, c'est ce côté précurseur, de voir, quand on part de la page blanche, quel serait le mix optimal 100% renouvelable. Le second point, c'est qu'on va regarder, on va essayer de répondre à un des enjeux les plus importants de cette question-là, à savoir comment on traite l'intermittence ou la variabilité des énergies renouvelables sur le réseau électrique et comment on équilibre à chaque instant l'offre et la demande. Cet équilibre entre l'offre et la demande, on le regarde d'un point de vue horaire, à cet horizon prospectif, c'est-à-dire heure par heure, mais pas infra-horaire. Donc c'est une limite de l'étude, c'est le cadre
le cadre de l'étude et son périmètre. Il se passe des choses sur un réseau en deçà de l'heure, la stabilité du réseau et son exploitation se passent en deçà de l'heure. Donc tout ce que je vais vous dire là, c'est valable pour l'équilibre horaire. Ça ne signifie pas que sur l'exploitation quotidienne d'un tel mix, il n'y aura pas des changements significatifs, voire énormes à mettre en œuvre. Alors, tout d'abord, on part pour un grand nombre des hypothèses de cette étude-là, d'un exercice de prospective qu'avait mené l'ADEME en 2012, qui s'appelait les visions énergétiques 2030-2050, dans lesquelles donc, on ne regardait pas que l'électricité, dans lesquelles on essayait d'atteindre le facteur 4 en 2050, avec notamment sur la demande d'énergie, une division par 2 de la demande d'énergie à cet horizon-là, hypothèse en fait qui se traduisait sur l'électricité non pas par une division par 2 de la consommation d'électricité, mais par une réduction de cette consommation d'électricité moindre que par 2, qu'il y avait un certain nombre de reports d'usage de vecteurs qui étaient plus émetteurs de CO2, notamment le fuel par exemple, qui se reportait sur des pompes à chaleur électriques ou notamment un certain développement du véhicule électrique. Dans cette vision de l'ADEME en 2050, il n'y avait pas de position prise sur la part du nucléaire. Trois scénarios étaient envisagés. Mais néanmoins, ça nous avait donné l'envie, c'est de là qu'est venue donc l'idée d'explorer plus précisément les questions de l'équilibre offre-demande du réseau électrique avec un très fort taux de renouvelables. Alors, l'étude en tant que telle, elle tourne autour d'un modèle d'optimisation et de simulation du réseau électrique qui vise à réaliser une optimisation au sens économique du terme d'un mix électrique 100% renouvelable qui en minimiserait le coût. Alors, on se place volontairement dans une hypothèse extrême de 80-100% de renouvelables et on se place également à un horizon de temps éloigné. Alors, on a retenu 2050. 2050 est là pour fixer un certain nombre d'hypothèses, notamment des hypothèses de démographie. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur une question de trajectoire entre aujourd'hui et 2050. Ça pourrait très bien être 2060. Voilà, c'est un horizon lointain et 2050 est plus là pour fixer une trajectoire. La particularité de cette étude, c'est qu'on a cherché à faire une optimisation de ce mix électrique, à visualiser la répartition régionale des moyens de production et à mesurer les impacts économiques en termes d'euros par mégawattheure. À quel coût est-ce que ce mix électrique est faisable? On s'est appuyé sur 2 bureaux d'études et une structure de recherche, donc les bureaux d'études Artelis, Énergie Demain et Armin, qui ont permis donc de travailler ensemble autour d'un modèle d'optimisation et de simulation, de chroniques de production renouvelables, photovoltaïque, éolienne, au pas horaire sur l'ensemble de la France et de l'Europe, de chroniques de demande d'électricité, puisqu'il faut aussi donc imaginer qu'on a besoin de connaître les courbes horaires de demande d'électricité, usage par usage, et d'hypothèses sur les technologies qui se traduisent notamment par des hypothèses de coût. Donc justement, quelles sont les principales hypothèses de cette étude? Les premières donc, concernent la demande. Comme je le disais tout à l'heure, on se place dans une hypothèse de réduction de la demande d'électricité. Aujourd'hui, la demande d'électricité, c'est environ 470 TWh. Nous, on est à 420, donc une baisse, mais ce n'est pas une baisse très significative, puisque comme je le disais, il y a un certain nombre de nouveaux usages qui sont pris en compte dans ce volume d'électricité, notamment donc, des véhicules électriques. Alors, si en volume, la demande ne baisse pas trop, en revanche, dans sa structure, il y a une modification significative, avec notamment donc, plus de pompes à chaleur pour le chauffage, également donc, plus d'usage type véhicule électrique. On a fait des hypothèses assez fortes de flexibilité de la demande. Et ces hypothèses sont possibles parce qu'on a reconstitué la demande par une approche bottom-up. C'est ce que veulent représenter les petites courbes empilées en haut à droite. En fait, chaque usage de la demande, donc la cuisson, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire, a été modélisé dans une utilisation horaire. On a empilé ces usages et donc on a une courbe, une chronique horaire de consommation d'électricité dans laquelle on sait quel est le potentiel d'effacement ou de pilotage de la demande si on décide que, par exemple, les chauffe-eau électriques sont pilotables ou si on décide que une certaine part des usages blancs sont pilotables.
Sur les gisements de production d'énergie renouvelable, on a eu une approche cartographique pour évaluer quels sont les gisements maximum que le logiciel d'optimisation peut utiliser en France métropolitaine. Donc pour cela, une approche cartographique, notamment sur le photovoltaïque et l'éolien, on a une approche cartographique pour déterminer les zones propices, exclure les zones d'exclusion telles que zone Natura 2000, distance aux habitations, couloirs aériens, zones de radar, etc. Donc tout ça a été pris en compte. Et donc on aboutit à des gisements pour une quinzaine de filières renouvelables, desquels c'est le photovoltaïque et l'éolien qui représentent les gisements les plus importants que j'ai mis à droite sur ce graphique. Donc ça, ce sont des gisements techniquement possibles. Hein. Vous allez voir après que ce n'est pas ce qui est retenu dans le cadre de l'étude, mais ce sont donc des chiffres assez significatifs. 360 gigawatts de photovoltaïque en toiture de gisements potentiels, par exemple, 170 gigawatts d'éolien, sachant qu'aujourd'hui, on a 10 gigawatts d'éolien installés en France. Et donc, en bas figurent les coûts retenus pour les technologies. Alors, c'est assez petit, je suis désolé, je pensais que les écrans seraient un peu plus grands. Mais, donc, il s'agit de coûts en euros par mégawattheure, donc des coûts, ce qu'on appelle des coûts complets, hein, ou LCOE. On voit donc par rapport à aujourd'hui, en prenant en compte donc des évolutions technologiques, on a une modification de l'ordre de préséance économique avec donc la technologie qui sort la moins chère, qui est le photovoltaïque au sol, suivi de l'éolien terrestre, à environ donc 65 € le mégawattheure. Et puis les autres technologies donc qui ont des coûts plus élevés. Donc sur cette base-là, le logiciel d'optimisation va essayer de bâtir un mix 100% renouvelable qui permet de couvrir la demande toutes les heures de l'année. Alors quels sont les grands résultats? On a la musique pour cette annonce. C'est ça, c'était voulu. Quels sont les grands résultats? Le premier d'entre eux, c'est qu'on peut identifier plusieurs mix qui permettent de couvrir la demande toutes les heures de l'année et plusieurs mix 100% renouvelables. Alors ça, ce qui est important, c'est que le point commun entre tous ces mix, c'est qu'ils sont toujours majoritairement basés sur le photovoltaïque et l'éolien. Et que donc, cette couverture de la demande par l'offre se fait sans défaillance pour 7 années météo. Enfin, voilà, ça a été testé sur 7 années météo au niveau européen en prenant en compte des interconnexions avec les pays voisins et donc, quelque part, le fait de subir aussi la météo des pays voisins. Le coût de l'électricité produite dépend assez peu du taux d'énergie renouvelable, mais il dépend surtout d'autres hypothèses telles que la maîtrise de la demande d'électricité, l'acceptabilité sociale des énergies renouvelables et les progrès technologiques. J'illustrerai ce point-là après. On remarque également que conserver une part non ENR dans le mix, donc sur des mix à 80 ou 95% renouvelables, le rend plus résilient à certains de ces facteurs, notamment à l'acceptabilité sociale, aux éventuels problèmes d'acceptabilité sociale. Le troisième point concerne la flexibilité et le stockage qui sont indispensables à l'atteinte de tels taux d'énergie renouvelable. Le quatrième concerne la complémentarité des filières. Même si on est sur un mix, une optimisation économique, la complémentarité des profils de production entre filières renouvelables est très importante et donc l'optimum économique repose sur un équilibre entre les différentes sources renouvelables. Et enfin, 100% renouvelable rime dans une certaine mesure avec développement du réseau, ou en tout cas le réseau interrégional tel qu'on l'a modélisé dans cette étude est très utile pour mutualiser les potentiels et exploiter les ENR là où elles sont les plus productives. Alors quels sont ces mix? Si je reviens sur chacun de ces résultats rapidement, on a fait plus de 17 variantes ou études de sensibilité et donc je vous présente uniquement quelques-uns de ces mix pour illustrer le fait qu'on n'a pas une seule solution au problème. Bien qu'on soit sur un problème d'optimisation économique, il y a certaines hypothèses sur lesquelles les incertitudes sont assez fortes. L'évolution du coût des technologies en est une, par exemple. Et donc, quand on fait varier un peu ces hypothèses, on obtient des mix différents. Là, dans l'illustration, vous avez donc les puissances installées dans différents cas. Le cas de référence qui sert de référence à l'ensemble de l'étude. Et puis d'autres cas, par exemple en bas à gauche, un cas où on a simulé une acceptabilité sociale moins bonne. Et donc, on a réduit les gisements
terrestre, donc de l'éolien terrestre et le photovoltaïque au sol notamment. Et on a demandé au système de regarder s'il était possible de construire un mix, ce qu'il a réussi à faire, mais avec d'autres types d'énergie, et notamment plus de photovoltaïque en toiture, un recours aux énergies marines qu'on voit en bleu sur ce graphique en bas à gauche. D'autres cas sont imaginés, par exemple un cas avec des coûts de réseau plus élevés qui visent à simuler plus de difficultés à développer des interconnexions en termes de réseau, enfin non pas des interconnexions mais des lignes réseau interrégionales, où là aussi le système parvient à un mix qui, comme ça visuellement au niveau national, n'est pas très différent du cas central, mais qui en fait fait transparaître, quand on regarde ça au niveau local, beaucoup moins de flux interrégionaux et plus d'équilibres locaux. Je sais pas exactement, voilà, c'est bon. Par rapport à l'ensemble de ces mix, donc comme je le disais, on a une couverture à toutes les heures de l'année de la demande. Sur ces petits graphiques, la courbe, je ne sais pas si j'ai un pointeur, la courbe noire. Désolé, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je vise exactement. Tac. Voilà. C'est moi ça? Non, c'est pas moi. C'est vous qu'il faut que je vise? Voilà, ici, encore une, voilà. Le laser se verra pas. Ouais, bon, tant pis. Donc la courbe noire, le trait noir simule la demande, et l'empilement, les empilements d'aplats sont les différents moyens de production renouvelable, avec en jaune la production solaire et en vert la production éolienne, en bleu l'hydraulique, et tout ce qui est rose, c'est le stockage et le déstockage. Donc on a considéré donc cette année météo avec une corrélation météo historique entre l'ensoleillement, la température, les vents, au niveau local, au niveau européen. Et donc ça marche sur ces 7 années météo en termes de couverture de l'offre et de la demande au niveau horaire. On a également étudié une année sèche, donc une année où l'hydro est fait, puisque parmi les énergies renouvelables, c'est finalement l'hydraulique qui a les probabilités de variation de production les plus importantes d'une année sur l'autre. Alors sur les coûts, les déterminants du coût sont principalement la maîtrise de la demande d'électricité, les progrès technologiques et l'acceptabilité. Et à contrario, le taux d'énergie renouvelable influe peu sur le coût total du système. Donc ce coût qui figure ici en euros par mégawattheure, environ donc 120 euros par mégawattheure, englobe les coûts de production, le coût de fourniture d'électricité, les coûts de réseau et les coûts de stockage. Donc ce qu'on peut voir dans le petit camembert à droite, c'est que déjà la part du stockage, même à 100% renouvelable, en termes de coût, n'est pas si importante que ça. On a 10% environ du coût du système qui correspond au stockage. Et donc l'autre point, globalement, c'est cette faible dépendance donc au taux de NR, bon, qui est lié aux hypothèses de coût des autres technologies, mais qui est donc assez caractéristique. A contrario, donc quand on regarde les autres paramètres, donc on a imaginé des variantes où la demande d'électricité est plus élevée, donc 20% plus élevée que notre cas de référence. Et en fait, une demande plus élevée entraîne la nécessité d'utiliser des gisements d'énergie renouvelable qui sont moins productifs. On utilise des gisements dans l'ordre décroissant de leur productivité. Donc s'il faut produire plus, il faut utiliser des gisements d'énergie renouvelable moins productifs, et donc qui ont un coût de revient supérieur. Et donc on obtient un surcoût de 5% du mégawattheure produit quand on veut avoir une demande plus élevée. Sur les progrès technologiques, on a également fait plusieurs variantes entre des progrès technologiques faibles, incrémentaux ou en rupture. On aboutit à une amplitude de variation du coût de l'énergie entre moins 5 et plus 14% selon les cas. Et sur l'acceptabilité sociale, on a donc fait également plusieurs hypothèses entre une acceptabilité sociale bonne, modérée ou au contraire restreinte. L'acceptabilité restreinte correspondant en tout cas à diviser les gisements par 4, donc à avoir au maximum un gisement de par exemple 40 gigawatts d'éolien, ce qui est déjà beaucoup, et donc dans ce cas-là, on obtient des surcoûts également qui peuvent aller jusqu'à 12% par rapport au cas central.
Alors, sur le stockage, je vais aller assez rapidement. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que les moyens de stockage se divisent en plusieurs catégories. Des moyens de stockage qui offrent des services journaliers, des moyens de stockage qui offrent des services plutôt hebdomadaires, et des moyens de stockage qui offrent des services intersaisonniers. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que la flexibilité de la demande a un rôle assez structurant dans ce mix 2050, puisque par exemple sur la courbe à gauche ici, on peut voir que la pointe de consommation de la courbe noire en fait se situe à midi, ce qui n'est pas naturel. Ça, c'est la courbe noire après pilotage de la demande. Et donc le système, dans son optimisation, place prioritairement la recharge des véhicules électriques ou le chargement des ballons d'eau chaude sanitaires aux heures méridiennes, les jours où il y a du soleil. Voilà. Donc ça, c'est quand même un résultat assez intéressant. C'est-à-dire qu'on recrée une pointe qui n'est pas naturelle. Hein, voilà. On la recrée à midi pour absorber la production solaire. Le petit graphique à droite, lui, illustre l'utilisation du stockage intersaisonnier, donc qui est déchargé majoritairement en hiver et rechargé majoritairement les mois d'été. Alors, les puissances installées pour ces différents moyens de stockage à l'issue de l'optimisation sont significatives. Hein. On a 12 gigawatts de stockage infrajournalier, 7 gigawatts de stations de transfert d'énergie par pompage, donc des équivalents de 2 barrages, hein, 2 barrages reliés en pompage-turbinage. Et l'ensemble de ces moyens de flexibilité permet, dans tous les cas, d'adapter la variabilité de la production, qui, dans la barre verte à gauche, on voit que cette variabilité de la production s'échelonne entre 20 et 120 gigawatts, c'est-à-dire sur le parc installé, entre les jours où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, et les moments où il y a peu de vent et peu de soleil. On a une variabilité de la production qui peut aller entre 20 et 120 gigawatts. Et à l'inverse, la demande a une part qui est non pilotable. Et puis, à cette demande, on peut soit agrandir la demande en stockant de l'énergie, en plaçant de la demande au moment opportun, soit la diminuer pour faire face à tous les aléas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais... Ça ne veut plus avancer maintenant. Voilà. Alors comme je le disais, donc là, ce transparent-là a déjà vocation à vous montrer que les mix sont définis au niveau régional, avec les anciennes régions. Mais donc on a bien, pour chacun des mix 100% renouvelables que j'ai présentés tout à l'heure, en fait une distribution de ces énergies dans chaque région. Le deuxième constat, c'est que l'énergie la moins chère n'est pas la même dans chaque région. Enfin, évidemment, selon les gisements de vent et de soleil, on n'a pas le même classement des technologies d'un point de vue économique d'une région à l'autre. Donc, on a des mix éventuellement qui peuvent être assez différents. Et le troisième point que je voudrais aborder, c'est le fait qu'on n'est pas sur une optimisation strictement économique. Alors, l'illustration qu'on peut donner, c'est l'exemple de l'éolien en mer posé en PACA. Dans la région PACA, c'est le solaire en jaune qui est l'énergie la moins chère, donc qui représente une bonne part du camembert. Mais toutefois, au-delà d'une certaine quantité d'énergie photovoltaïque déployée, en fait, le système se met à préférer l'éolien en mer posé, qui est à 80 € le mégawattheure, alors que le solaire doit être à environ 50 € le mégawattheure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en termes de profil, l'énergie solaire, étant donné que tout est produit à midi, en fait, nécessite du stockage ou de la flexibilité, ou du développement de réseau, et donc le système se reporte sur d'autres ressources énergétiques qui ont des profils plus adaptés. Le dernier résultat que je voulais vous présenter, c'est le réseau. Vous avez ici une différence entre une reconstitution des flux actuels sur le réseau de transport d'électricité à gauche et ce que serait le réseau de transport d'électricité à droite. Encore une fois, ce n'est pas une modélisation du réseau physique de RTE. Hein. On a reconstitué des flux interrégionaux sans prendre en compte le fait qu'il y ait des lignes ou pas entre ces régions, ou le fait qu'il y ait peut-être deux câbles électriques et non pas, enfin, 2 lignes haute tension ou très haute tension et non pas une seule.
Donc on ne refait pas le travail de RTE, là on est sur une approche beaucoup plus long terme. Néanmoins, ce qui est assez structurant, c'est de voir un peu le changement de flux entre la situation actuelle et une situation 2050, avec des flux nord-sud qui deviennent très, très importants, donc liés en particulier à l'énergie photovoltaïque qu'il faut évacuer. On a une augmentation globale de la capacité d'environ 36%. Dans le cas central. Comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a également une variante où on a restreint en fait, la possibilité d'augmenter le réseau en supposant que les coûts étaient multipliés par 3, auquel cas l'augmentation est beaucoup plus faible, de quelques pourcents. Donc il y a aussi une faisabilité technique à faire un mix 100% ENR avec moins de développement du réseau. Néanmoins, donc ça coûte un peu plus cher. Alors pour conclure, quels sont les principaux éclairages? Les principaux éclairages, c'est qu'on a 3 conditions déterminantes pour bâtir un mix 100%, enfin, ou un mix très fortement renouvelable en métropole. La première, c'est l'acceptabilité sociale qui est structurante pour pouvoir utiliser les gisements qui ont les meilleures caractéristiques en termes de productibles. La deuxième, c'est qu'il faut bien entendu continuer l'innovation et le soutien à la baisse du coût des technologies. Et la troisième, c'est la maîtrise de la demande d'électricité, qui, comme on l'a dit, même s'il semble utile de pouvoir couvrir d'autres usages, est assez structurante, puisque plus de demandes signifie utiliser plus de gisements, et donc des gisements peut-être de moins bonne qualité. Comme je l'ai dit, quand on garde une fraction non ENR dans le mix renouvelable, en fait, on obtient plus de résilience par rapport à l'acceptabilité sociale. J'illustre ce point-là juste en vous donnant la différence de coût. Quand on est à 100% renouvelable, le fait de passer d'un cas où l'acceptabilité sociale est bonne à un cas où l'acceptabilité sociale est moins bonne, on obtient un surcoût de 6% du mégawattheure. Quand on est à 80% renouvelable, le fait de passer d'une situation où on aurait une bonne acceptabilité sociale à une situation où elle serait moins bonne, on aboutit qu'à un surcoût de 3% du mégawattheure. Donc c'est en cela qu'on peut dire que la résilience est plus forte à l'acceptabilité sociale. Enfin, l'importance de la forme des profils de production des différentes technologies est vraiment mise en évidence dans l'étude. Ce que je n'ai pas dit, c'est que bien évidemment, il n'y a pas que le photovoltaïque et l'éolien, mais que toutes les ressources qui sont pilotables ou qui ont des profils plus plats, tels que la géothermie, la biomasse, sont utilisées à 100% de leur potentiel, sont retenues en premier par le système d'optimisation. Et donc, il y a effectivement une importance à ce que le développement des moyens renouvelables puisse prendre en compte ce signal prix pour éventuellement ralentir leur développement quand ils ont moins de valeur par rapport au système. Alors, cette étude, c'est qu'une première étape. Bien entendu, elle soulève plein d'autres questions qu'on abordera certainement par la suite. Donc, on a notamment une évaluation de l'impact macroéconomique qu'on va lancer pour évaluer donc les emplois, l'impact sur l'économie française d'un tel mix. On a également éventuellement donc, des études supplémentaires à faire sur le réseau de distribution pour avoir une approche un peu plus fine. La dynamique infrahoraire aussi n'a pas été prise en compte, comme je disais jusqu'à présent dans l'étude, elle pourrait l'être. Et puis, on va également regarder les impacts environnementaux en termes d'analyse de cycle de vie, ACV, de ces mix électriques. Voilà. Merci David Marshall, c'était très clair. Une petite question peut-être avant de passer la parole à l'intervenant suivant. Cette étude, elle devait être présentée au printemps. On a dit à ce moment-là qu'elle n'était pas complètement finalisée. Est-ce qu'à ce jour, elle est finalisée ou on attend encore quelque chose ? Oui, effectivement, j'ai oublié de dire un mot sur ce point-là. Alors effectivement, cette étude, elle devait être présentée au printemps. On avait au printemps, ou plutôt au mois de janvier, on avait consulté un certain nombre, un comité d'échange qu'on avait mandaté, qu'on avait consulté au cours de cette étude, notamment pour définir les hypothèses. Et donc en décembre dernier, lors de la présentation des résultats intermédiaires de l'étude, on avait consulté ce comité d'échange qui nous a fait un certain nombre de retours. C'est ce qui fait effectivement que, alors qu'on avait prévu de présenter l'étude en avril, on a décidé de ne pas la présenter en avril, puisqu'un certain nombre de ces retours nécessitaient d'approfondir certains éléments. Donc ce que je vous ai présenté là, c'est
l'étude dans laquelle un certain nombre d'éléments ont été creusés. On a au moins ajouté entre 4 et 5 études de sensibilité, notamment sur les questions d'acceptabilité sociale ou les questions de coût des énergies renouvelables. Et là, l'étude, c'est un PowerPoint, le livrable en tant que tel, le rapport est en cours de finalisation et sera publié prochainement. Merci. Donc on a vu une photo de ce que pourrait être un 100% électricité d'origine renouvelable en 2050. Et maintenant, on va revenir au temps présent avec des territoires qui se sont déjà engagés dans une démarche pour réduire leur consommation d'énergie et la produire à partir d'énergie d'origine 100% renouvelable. Je passe la parole à Yannick Régnier du Clair. Je t'en avais un, je te le rendrai. Alors, je vais parler des territoires, mais alors je ne vais pas beaucoup les personnaliser. Donc après, dans la discussion, on y reviendra sur des cas concrets, hein, autant que vous le souhaitez. Comme il y a eu quand même pas mal de chiffres et de camembert et de graphiques, tout ça, je vais vous faire respirer un peu parce que j'ai quasiment rien, moi. Alors, territoire énergie positive, 100% renouvelable, c'est possible. Alors déjà, c'est important de mettre le sous-titre parce que ça explicite ce que nous on entend par territoire énergie positive. Et puis il y a un titre un tout petit peu plus compliqué qui montre d'une certaine manière qu'on dépasse largement les enjeux techniques pour aborder des enjeux territoriaux sous toutes leurs dimensions, notamment économiques, sociales, environnementales et des questions de solidarité, de démarches autonomes, etc. J'en passe des meilleurs. Je vais y revenir. Historique du mouvement. Alors, c'est vrai que je m'attarde toujours un petit peu là-dessus parce que dans la mesure où le ministère s'est saisi du concept et que les élections régionales approchent, on entend parler du territoire énergie positive un peu tout le temps et tout le monde l'a inventé. En fait, c'est nous qui l'avons inventé, pour de vrai. Et on a introduit le concept en fait en 2010 pendant notre assemblée générale à Lyon. Donc c'était un concept entre guillemets, enfin une notion qui a tout de suite été matérialisée par les témoignages de 3 territoires: la communauté de communes du Menet, le Pays Thouarçais et la Biovallée, qui sont devenus par la suite 3 territoires fondateurs du réseau. Donc ça, c'est les 2 images d'après, et qui ont finalement aussi donné corps et puis surtout illustré ce concept-là. Et donc en 2011, donc en 2010, le chargé de mission du Menet qui était là nous dit nous, on voudra organiser un événement pour promouvoir notre manière de développer les projets énergétiques et plus globalement notre stratégie énergétique. Ce territoire, donc c'est la communauté de communes du Menet dans les Côtes d'Armor. Et en juin 2011, il y a eu les premières rencontres nationales énergie et territoires ruraux vers des territoires à énergie positive. On y reviendra sur le rural et l'urbain, c'est absolument pas anecdotique comme question. Et au même moment, on a initié un réseau, d'ailleurs à l'impulsion de Jackie Heniel, qu'on voit ici à l'image, qui était vice-président du Menet à l'époque à l'énergie, mais qui aujourd'hui est président du territoire. Et puis, à partir de là, essentiellement parce que le Menet a incarné finalement par la pratique et par ses propres projets la notion, ça a donné envie à beaucoup de partenaires institutionnels finalement de relayer la dynamique par des programmes, et en particulier les régions. Alors là, j'ai illustré avec l'Aquitaine puisque c'était la première région à s'engager très rapidement en fait après l'événement de 2011. Et puis alors après, il y a eu aussi la région Rhône-Alpes, la région Bourgogne, Franche-Comté, etc. Et puis il y a d'autres régions qui ont des programmes qui s'appellent différemment, mais enfin concrètement, c'est à peu près la même chose. Donc je pense que les régions, en lien avec les directions régionales de l'ADEME quasiment tout le temps, ont été vraiment à l'impulsion de programmes d'accompagnement. Et puis nous, au niveau européen, alors en fait, nous, on démarrait un réseau, on était plutôt favorable, mais il fallait qu'on puisse travailler en étant financé. Et on a développé un projet européen de coopération avec 10 autres pays autour justement de la définition de ce que nous on appelait territoire à énergie positive, mais ce que d'autres pays appellent des régions 100% renouvelables, en Autriche des régions modèles pour l'énergie et le climat, etc. Tous ayant cette vision 100% renouvelable à terme comme ligne de mire. Et puis le puzzle a été complété utilement par l'État il y a un peu plus d'un an et demi, avec l'introduction de territoire à énergie positive, le concept dans la loi de transition énergétique, et puis surtout concrètement par un appel à projet qui a vraiment mis un coup d'accélérateur médiatique en particulier au concept, et puis qui a donné des moyens additionnels aux collectivités pour mener des projets. Alors, définition en quelques mots. On l'a dit, 100% renouvelable, mais plus. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la notion de bâtiment à énergie positive,
qui, disons dans le milieu en tout cas des énergéticiens, a un sens assez particulier. C'est effectivement un bâtiment très peu consommateur d'énergie et qui produit avec des énergies renouvelables sur le bâtiment, plus que le bâtiment ne consomme. Le territoire énergie positive, c'est pareil. Tout simplement, enfin selon nous en tout cas. Et il y a cette dimension de production locale. La production, elle est locale et on n'est pas dans la finesse dans le sens où on ne travaille pas sur un équilibre instantané des productions par rapport à la consommation. Ce n'est pas la logique qu'on poursuit avant tout, c'est vraiment la logique d'une couverture annuelle, donc celle d'un volontarisme politique pour développer les énergies renouvelables tout en faisant des économies d'énergie. Mais aussi et surtout, l'énergie est saisie dans ce cas-là comme un levier finalement de développement pour le territoire. Et donc c'est une approche en fait qui a cette dimension politique, c'est celle de la vision de l'engagement, stratégique parce que pour atteindre une vision, il faut à un moment donné se mettre en ordre de marche de manière structurée. Alors ça peut être clairement matérialisé par un plan climat-énergie territorial en termes d'outils de pilotage. Et puis systémique, on va le voir parce qu'on n'est pas monomaniaque énergie ni climat, on travaille vraiment l'énergie dans toutes ses dimensions, j'y reviendrai. Et enfin c'est finalement une approche qui a vocation à créer de la valeur pour le territoire et pour les acteurs du territoire, donc au profit de tous les gens qui composent le territoire. Encore une fois, ce n'est pas une logique d'enfermement, mais les projets sont pensés par les acteurs du territoire qui définissent les conditions de leur réalisation. Voilà. Ça, c'est une illustration qui a été assez importante quand on l'a formalisée, c'est sur cette dimension systémique en fait, de l'énergie. Le postulat, en fait, c'est que jusqu'à encore récemment, l'énergie était systématiquement associée à la dimension du climat, enfin, énergie-climat. On le voit dans les plans climat et énergie territoriaux, par exemple. Et comme si c'était un petit peu une sorte d'équivalence, alors que concrètement, ça ne l'est pas strictement. Et l'idée, en fait, de simplement limiter l'énergie au climat, finalement réduit les leviers de motivation, en tout cas les leviers de discours qu'on peut porter auprès des élus pour les motiver à passer à l'action. Et en particulier l'énergie comme levier de développement économique, l'énergie comme levier sur le social, sur la question d'aménagement durable, etc. C'est autant de manières finalement d'intéresser des acteurs à travailler sur la question de l'énergie. J'approfondis pas, mais voilà, on met l'énergie au milieu, on met les enjeux du développement durable autour et on essaie de travailler sur tous les croisements. Alors, pour commencer, peut-être résilience sociale, résilience énergétique. Un des arguments majeurs qui déjà aujourd'hui fait sens et a prise, mais ça va être de plus en plus important à l'avenir, c'est la question de la résilience, j'ai mis sociale mais énergétique. En fait, c'est en gros la capacité finalement d'un territoire et puis de tous les gens qui le composent, les habitants, voilà, les citoyens, à déjà aujourd'hui à payer leurs factures. Et donc, s'ils ne peuvent pas payer leurs factures, ça peut donner des problématiques sociales importantes. Et à l'avenir, en fait, ça va être certainement encore plus important, c'est-à-dire que les prix de l'énergie très vraisemblablement vont augmenter. Et quelles seront les conséquences sociales de l'augmentation de ces prix de l'énergie ? Certainement qu'elles seront assez lourdes. Donc, travailler sur l'énergie et en particulier sur la consommation d'énergie des bâtiments, donc c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, mais aussi demain travailler sur les conséquences d'une hausse importante des prix des carburants fossiles qui composent encore la majorité des carburants pour la mobilité. C'est aussi travailler sur une notion que nous on appelle l'isolement énergétique. C'est finalement le fait que les gens vont restreindre leurs déplacements de manière contrainte. Et ça pourra avoir des conséquences graves dans pas mal de domaines, l'accès à l'emploi, voilà, et puis l'accès à la vie sociale en règle générale. Et donc ça, c'est, comme je dis souvent, la France est un pays socialiste, même quand elle est dirigée par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il y a réellement une dimension sociale forte qu'on observe des fois un peu moins dans les autres pays, pour avoir travaillé avec d'autres pays européens, et c'est souvent un levier de motivation politique important, au-delà du fait qu'il est important de travailler sur le social, évidemment. Alors ça, c'était la partie un peu contrainte, mais ce qui est sympa, c'est qu'en face de cette partie contrainte, en particulier dans les territoires ruraux, on a une partie opportunité. Et cette partie opportunité, ce sont les ressources naturelles présentes dans les territoires et qui peuvent être mobilisées pour créer de la valeur. Là, j'ai donné un exemple avec quelques chiffres. Alors voilà, j'en ai pas mis beaucoup pour que ce soit un peu significatif, mais si on prend 4 éoliennes de 2,5 MW, c'est le standard aujourd'hui en termes de taille d'éolienne. On a un dispositif de soutien aujourd'hui qui s'appelle le tarif d'achat, qui fait qu'on
Pour chaque mégawattheure d'éolien produit, on a 82 euros. Et ça donne en fait ça, des revenus annuels de 1,6 million d'euros. Enfin, il ne faut pas se focaliser sur le détail des chiffres, c'est juste pour montrer la masse financière que ça représente. 4 éoliennes, 1,6 million d'euros, c'est pas insignifiant à l'échelle d'un territoire. Et pourtant, 4 éoliennes, c'est pas gigantissime non plus comme projet. Et en face de ça, donc ça c'est une partie revenu, et en face de ça, on a un chiffre qui est sous-estimé, mais enfin qui est limité, les 1 600 euros par foyer. J'avais trouvé ça pour les consommations domestiques, donc ça n'inclut même pas la mobilité. Si on met la mobilité dedans, on peut quasiment doubler. Et donc à l'échelle de 1000 habitants, pareil, un petit village, là aussi on est sur des factures énergétiques de 1,6 million d'euros. Encore une fois, c'est absolument tout sauf insignifiant. Et si on imagine finalement une diminution des consommations et un passage aux énergies renouvelables, on crée des revenus et on diminue des fuites d'argent en dehors du territoire. Alors, le dessin de droite, il a plusieurs fonctions. La flèche qui va des revenus à l'économie. Alors ça, c'est un peu... moi, je suis adhérent de l'association Négawatt depuis longtemps, plus de 10 ans, avec un triptyque sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergie renouvelable. Où une certaine doxa dirait qu'il faudrait faire ça dans ce sens, quoi. D'abord la sobriété, puis l'efficacité, puis les renouvelables. Dans une dynamique financière, en termes d'investissement dans un territoire, ça ne marche pas très bien, parce que ce qui dégage en premier lieu les revenus, c'est essentiellement les projets énergie renouvelables, sur lesquels on a des modèles économiques convenables, qui marchent assez bien. Et si jamais les acteurs du territoire, alors que ce soit les collectivités ou les citoyens ou les entreprises locales, mettent de l'investissement, par exemple, dans ces projets-là, à terme, ça va créer des revenus qui vont pouvoir être réinvestis après dans les économies d'énergie, en particulier si c'est la collectivité du coup qui les génère. Accessoirement, sur un parc éolien, on dégage des taxes, donc ces taxes-là peuvent éventuellement être artificiellement, parce qu'on n'a pas le droit de les flécher formellement parlant, mais fléchées symboliquement vers les économies d'énergie. Et on a une dimension de rétroaction qui est assez importante. Et après, l'idée de la part du gâteau, c'est que de toute cette masse en fait, qui peut être dégagée par des projets d'énergie renouvelable, la question c'est qui investit dans les projets et du coup qui en tire la majeure partie des bénéfices. Et là, nous, on a une formule un peu simple pour dire ça. C'est contrairement à avant, où peut-être des entreprises privées débarquaient avec des projets, puis ça se passait vite fait sans que le territoire soit trop au courant. Ça, c'est quelque chose qui n'existe déjà plus trop en règle générale, mais enfin qui, dans un territoire énergie positive motivé et qui comprend les enjeux en sa propre faveur, ça existe même quasiment plus du tout. L'idée, c'est que le territoire définit les conditions de montage des projets et négocie finalement les conditions de partage de la valeur. Alors ça ne veut pas dire que les acteurs privés ne sont pas les bienvenus, ça veut dire qu'ils sont bienvenus dans des conditions définies par les collectivités locales et les autres acteurs du territoire. Voilà. Et la petite flèche en rouge, du coup, c'est pour dire que c'est notre économie circulaire à nous, c'est celle de l'argent autant que celle de la matière, en l'occurrence. Et même de l'énergie d'ailleurs. Juste un mot pour matérialiser une notion un peu qu'on qualifie des fois de démocratie énergétique, qui est le prolongement de cette participation des acteurs locaux au projet. C'est un diagramme qui date un petit peu, il n'est pas mis à jour dans une version française, je n'ai toujours pas retrouvé, mais en Allemagne, la moitié, un petit peu moins maintenant, de la capacité en énergie renouvelable électrique installée depuis 10 ans est possédée par des particuliers et des acteurs locaux, notamment des agriculteurs. Sachant que 53 gigawatts, c'est beaucoup plus que ce qu'on a déjà en France. Voilà, ça montre aussi une des raisons pour lesquelles la transition énergétique en Allemagne, finalement, passe assez bien auprès de l'opinion publique. C'est qu'elle est très partagée. Voilà. Alors encore des belles images. Ça, c'est presque un peu la slide méthodologie. C'est très très sobre. Ressources, acteurs, projets. Il y a quelque chose d'assez pragmatique quand on va voir les territoires ruraux, c'est qu'ils n'aiment pas trop les disous, comme me disent mes amis de Bretagne. Ils préfèrent les faisous, quoi. Donc ceux qui mettent un peu les mains dans le cambouis et puis qui saisissent des opportunités pour en faire des projets et créer de la valeur. Et donc là, on a tout un ensemble d'illustrations en fait, qui sont celles du territoire du Mené, avec en périphérie les ressources, les visages, ce sont ceux des acteurs, et les projets, vous les avez à côté.
l'idée, c'est que, enfin voilà, encore une fois, comme les Allemands disent, l'énergie est là, quoi. Enfin, elle est là sous nos pieds ou dans les airs, ou voilà. Et l'idée, c'est qu'il faut venir la capter. Alors tous les territoires, d'ailleurs, on l'a bien vu avec les diagrammes un peu camembert sur l'électricité, tous les territoires n'ont pas les mêmes potentiels. Dans l'absolu, et puis après les potentiels technico-économiques varient en fonction des territoires, mais c'est voilà, c'est pas grave, c'est même plutôt bien, ça montre que la France est diverse, mais à chacun a son terroir d'énergie, des fois, comme on dit, à valoriser, quoi. Et finalement, la valorisation de ces différents terroirs d'énergie peuvent même être des critères de différenciation, un peu comme un picodon n'est pas égal à un autre fromage de chèvre, comme le chabichou. On verra ça, c'est quand on vendra de l'électricité des territoires, ça n'existe pas trop encore. Mais... Et puis voilà, les gens du Menet, un peu l'esprit, c'était de dire on veut monter un projet, ok, mais donc qui sur le territoire peut monter ces projets et comment ces projets-là sont montés pour qu'il y ait le maximum de retombées. C'est vraiment cette idée-là, c'est né de leur propre pratique depuis le début des années 2000. Un dernier élément, c'est un transparent que je titrerais des fois autonomie, solidarité, capacité. Parce que l'autonomie énergétique, c'est une notion que le Menet utilisait beaucoup avant de se saisir de la notion de territoire énergie positive. Le petit problème de la notion d'autonomie, c'est qu'elle est mal comprise. Et puis quand ils ont voulu monter leur événement et le sous-titrer vers l'autonomie énergétique, les partenaires institutionnels étaient un peu inquiets. Surtout en Bretagne, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, l'idée de l'autonomie, finalement, telle que Jacques Héniel, le président du Menet, l'a définie, tout simplement, c'est être acteur de son propre développement. C'est vraiment une idée de se prendre en main, tout simplement. En constatant, plutôt que de se lamenter qu'on a des ressources et qu'il faut les développer. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, nous, c'est que c'est les territoires les plus démunis, d'un point de vue économique, qui ne sont pas des lieux touristiques, etc., sont ceux qui sont le plus enclins à passer à l'action rapidement. Et ceux qui, finalement, ont d'autres ressources par ailleurs, des fois, poser une éolienne, c'est plus compliqué. Parce qu'on a, je ne sais pas quoi, des oppositions plus ou moins factices qui peuvent exister, ou en tout cas plus ou moins fantasmées. Voilà, et quand les projets sont partagés comme dans le Menet avec les habitants, ça va vite et c'est efficace, quoi. Alors pour le coup, le problème dans le Menet, c'est l'armée. C'est une problématique différente. Voilà. Et donc, pour le territoire, ce que je n'ai pas trop mentionné en fait, pour le Menet, c'est que finalement, il n'y a quasiment aucun projet qui est porté par la collectivité en direct en tant que puissance publique. La collectivité, elle est plutôt chef d'orchestre, stratège, elle donne un peu la direction. Et puis, elle va faciliter autant que possible le travail des acteurs. Donc, c'est cette question de la mise en capacité des acteurs pour monter les projets, autant qu'elle le peut, parce que le Menet, c'est 6500 habitants, ils n'ont pas des tonnes de gens pour faire de l'ingénierie en interne. Mais en tout cas, ils mettent leur poids public dans la balance. Et après, néanmoins, les territoires, aujourd'hui, c'est déjà le cas, puis ça ne va pas s'améliorer malheureusement, c'est quand même des structures qui ont des ressources financières faibles, voire exsangues, voire de plus en plus exsangues. Et donc, pour cette raison-là, et aussi parce qu'il y a réellement des enjeux de technicité forte, technicité économico-juridico-technique, il faut évidemment s'articuler avec d'autres échelles de territoire, c'est ce que symbolise ce diagramme. Et à un moment donné, les flèches allaient que dans un sens ou dans l'autre, puis à la fin, je me suis dit, mais en fait, il y a des interactions en fait, entre toutes les échelles, quasiment en direct. Sur des logiques d'appel à projet, sur des logiques de dotation. Voilà. Donc on a de l'Europe à la France, aux régions en particulier et au territoire, tout un ensemble d'interactions. Et l'idée justement qu'on défend nous par rapport au rôle des partenaires institutionnels, que ce soit la région, le niveau national ou l'Europe, c'est cette idée de mettre en capacité les territoires cette fois-ci à piloter leur stratégie énergétique et à la mettre en œuvre. Et essentiellement sur une phase de démarrage, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une perfusion a priori permanente à l'attention des territoires quand on aide les territoires. On est sur une aide en fait pour eux à se doter d'une ingénierie initiale à travers lesquelles les premiers projets vont émerger. Une fois que les premiers projets vont émerger, ils vont commencer à faire revenir de l'argent sur le territoire par des taxes, par des revenus en particulier. Et une fois que ce sera enclenché, finalement, on a une boucle un peu financière vertueuse qui permet a priori à la dynamique de s'auto-entretenir. Et ça, on l'observe beaucoup outre-Rhin en particulier. Je crois que j'en ai terminé ici. Puis après, sur des illustrations concrètes ou si vous voulez des exemples un peu de ce que peuvent faire les territoires, on en reparlera par la suite.
Merci Yannick Régnier. Donc on a vu les territoires déjà en marche vers un cap 100% énergie renouvelable. Donc ça concerne une trentaine, je crois, de territoires en France, un peu plus, voilà, qui sont essentiellement des territoires ruraux où on a de l'espace, on a des ressources pour produire de l'énergie, on a une population qui n'est pas aussi concentrée que dans les villes. Et donc on peut effectivement s'imaginer tendre assez facilement vers le 100% énergie renouvelable. Mais au niveau d'une ville, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc la Claire Roumet d'Energy Cities va nous dire ce qui peut être conçu et ce qui se fait déjà. Celui fonctionne aussi. Oui, bonjour, merci déjà de nous avoir donné l'opportunité aussi d'intervenir dans ce débat. Energy City, c'est un réseau donc européen de villes, principalement de taille moyenne à grande. Enfin, on a une moyenne de plus ou moins 300 000 habitants, mais on a des membres très variés. Hein. Ça va quand même avec des villes qui sont petites en Turquie, mais quand une ville est petite en Turquie, c'est 1 million d'habitants, à des villes moyennes en France, et là où ça peut aller être dans des chiffres beaucoup plus petits. Nous, ce qu'on a pu un petit peu observer sur ce thème justement 100% renouvelable, c'est que c'est quelque chose d'assez nouveau en termes de positionnement. Les villes qui sont dans notre réseau sont souvent des villes pionnières, parce que c'est le réseau des villes en transition énergétique. Ça fait 25 ans qu'il existe, et donc les villes qui s'étaient positionnées déjà sur ce thème ou sur la thématique de la transition énergétique, voilà déjà 25, 20, 15 ans, on avait réfléchi justement à cette transition, et la façon dont il l'exprimait, ou il continue à l'exprimer, même si maintenant il y a justement cette nouvelle appellation 100% renouvelable qui est vraiment entrée en force principalement au niveau des villes en 2015, hein, c'est-à-dire c'est vraiment cette année, il y a très peu de villes qui se sont positionnées sur le 100% renouvelable avant 2015, à part Munich, en tout cas chez nos membres. Et c'était plutôt de dire libérer du pétrole, fossil free. Ça, c'était l'appellation ou l'horizon que se donnaient les villes jusqu'à maintenant. Donc, c'est une horizon vraiment de décarboner, se décarboner son métabolisme, l'énergie du territoire. Et ça, il y a donc quand même un certain nombre de villes qui se sont positionnées dès avant 2000 pour se dire on va sortir justement d'une ère carbonée et on va donc planifier notre sortie. Le 100% renouvelable, donc c'est une appellation assez nouvelle, lancée au départ, en tout cas au niveau mondial, un peu par Vancouver et Copenhague, qui sont les deux villes qui ont voulu un petit peu et qui continuent en fait à faire une petite course à l'échalote pour savoir quelle est la première qui va réussir à pouvoir s'appeler 100% renouvelable, sachant que dans les deux cas, ces villes ont un avantage comparatif par rapport à d'autres, même si elles sont très grandes, c'est principalement leur situation géographique. Vancouver peut, entre guillemets, facilement, ça reste tout est relatif, hein, parce que on a bien vu que tout était possible en 2050, mais bon, rien n'est si simple. S'approvisionner en énergie, en tout cas électrique, principalement hydraulique, parce que c'est déjà le cas, et ils sont en train donc de transformer aussi leur réseau de chaleur. Et en plus, c'est une ville en expansion très forte, mais très récente. Donc, ils ont des standards de construction quasi passifs, et qui fait que toute la demande, et c'est beaucoup moins une demande contrainte par un stock existant qu'une demande sur un stock en croissance. Donc, c'est plus simple à gérer, entre guillemets. Copenhague, très forte ambition. Ils veulent être normalement la première ville, la première capitale à être 100% renouvelable en 2025. Donc 2025, c'est quand même demain. Ils sont sur la bonne trajectoire aujourd'hui, principalement parce qu'ils sont extrêmement ambitieux sur le transport, qui est en général un secteur totalement oublié dans les villes par rapport à des scénarios 100% renouvelables. Parce que justement, c'est un des problèmes qu'on a, c'est dans le 100% renouvelable. Pour une ville, ça veut dire d'abord 100% renouvelable de l'électricité dans mon parc public. Et puis après, c'est 100% renouvelable de l'électricité pour les habitants, 100% renouvelable de l'électricité pour le parc public, les habitants et les entreprises. Donc il y a une graduation en fait de ce qu'on appelle 100% renouvelable, qui est parfois plus difficile à comprendre, en tout cas de la part des élus qui n'ont pas forcément une idée de ce que ça veut dire, de l'engagement qu'ils pourraient prendre. Quand ils parlent de 100% renouvelable, ce n'est pas si clair pour une ville qui a donc une activité multiple et très diverse et complexe. Donc, pour revenir à Copenhague,
ils sont effectivement normalement sur la bonne route, mais je pense que c'est principalement dû, donc, d'une part, à une situation géographique aussi relativement favorable, avec énormément d'électricité éolienne qui a été développée bien avant les directives européennes, ce qui facilite toujours les choses. Et aussi parce qu'il y a un contexte politique très fort, fortement favorable. Au niveau du pays, donc c'est le Danemark, et ça c'est un des messages que je voulais passer, c'est que justement, que ce soit pour l'acceptation sociale ou que ce soit pour le développement vraiment d'une stratégie 100% renouvelable dans une ville, le contexte national est très très impactant. Je ne l'ai pas forcément vu, enfin peut-être on en parlera après justement dans la présentation de ce contexte nécessaire. Le Danemark a décidé, et c'est donc pour eux une loi, d'être donc complètement 100% renouvelable en 2050 pour tous les secteurs et 100% renouvelable pour le secteur de l'électricité et du chauffage en 2035. Donc ils ont déjà justement fait ce type de double ou triple objectifs pour savoir quand est-ce qu'on arrive où, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand on veut devenir 100% renouvelable dans tous les secteurs. Donc eux, c'est 2035, ils seront 100% renouvelables pour l'électricité et le chauffage, et pour tous les secteurs en 2050. Une autre petite ville qui a été pionnière justement au Danemark, qui a testé cette possible sortie du carbone et qui sait qu'elle sera 100% renouvelable en 2030, est Frederikshavn. Et là, ce qui est intéressant dans cette petite ville, c'est que même si c'est une ville de taille donc moyenne, c'est en tout sur la région, c'est plus ou moins 100 000 habitants. Mais c'est une ville avec une très forte industrie agroalimentaire. Et la difficulté qu'ils ont à gérer pour leur 100% renouvelable, c'est principalement l'industrie alimentaire. Par contre, c'est aussi une source potentielle justement d'énergie renouvelable, et c'est là où en fait il y a un travail à faire de connexion entre les différents niveaux et entre les différents secteurs. Je ne vais pas trop détailler parce que ce qui est important en tout cas dans tous les cas de ces exemples, c'est que ce sont des villes qui aujourd'hui savent très bien quels sont tous les investissements qui sont nécessaires sur leur territoire jusqu'en 2030. Quand ils disent on va sortir en 2030, on sera complètement détaché de l'industrie, enfin des besoins de pétrole. C'est qu'ils savent aujourd'hui quand ils vont faire quel investissement. Alors justement, il y aura peut-être des nouvelles technologies qui vont arriver et qui changeront un peu leur plan, mais je crois que quand on a une ambition de sortie, c'est un peu l'échelle de temps qui est nécessaire pour une ville qui est donc d'une taille moyenne ou grande, parce que Copenhague, c'est quand même une grande ville. Je finirai en termes d'exemple par Munich, qui est aussi très... parce que ça fera un lien aussi avec la présentation qui a été faite du scénario 100% renouvelable en 2050. Munich propose aussi différentes étapes pour décarboner ou pour arriver à 100% renouvelable sur son territoire. La première qui a été atteinte, c'était de dire en 2015, tous les ménages, donc l'électricité des ménages, sera produite par de l'électricité renouvelable. Donc ça, ils ont atteint ce premier objectif, mais ils ont d'autres objectifs, qui est celui d'arriver en 2035 à avoir un territoire. Donc Munich, c'est quand même une très grande ville. Eux, ils pensent être la première ville de plus d'1 million d'habitants à atteindre justement le 100% renouvelable. Et ce sera donc pour 2035, pour tout ce qui est industrie sur le territoire. Mais pour ça, ce qui est intéressant, donc là, on a pu voir qu'au Danemark, ce qui facilite, c'est d'une part un avantage comparatif, entre guillemets, en termes de ressources, principalement éolien offshore, autour de Copenhague, mais aussi donc une ambition et un contexte politique très très favorable. À Munich, je crois qu'un des points très forts pour la ville, c'est d'avoir l'entreprise d'électricité, non, l'entreprise d'énergie, parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'énergie tout complet. C'est une entreprise municipale qui donc est adossée à l'ambition
du conseil municipal. Le conseil municipal a une ambition, veut que son territoire devienne 100% renouvelable, et il a comme main droite la possibilité en fait de mobiliser l'entreprise de l'énergie municipale, qui est donc une entreprise, c'est une multinationale qui investit. Et là, justement, j'avais pris la liste de leurs investissements parce que je trouve qu'ils ont décidé d'investir à partir de 2015 9 milliards d'euros dans la production renouvelable, mais partout en Europe. Parce qu'ils imaginent, enfin pour eux, justement, quand le conseil municipal leur dit on va faire du 100% renouvelable, tout ce qui n'est pas possible de faire autour de Munich ou sur le territoire de Munich, il faut, entre guillemets, il va falloir acheter de l'électricité verte à quelqu'un d'autre. Et donc, leur rôle, ils conçoivent leur rôle comme producteur d'énergie renouvelable à d'autres endroits. Et c'est un peu aussi pour faire le lien avec une conversation qu'il faudrait qu'on ait, parce que je pense que c'est la difficulté du 100% renouvelable, c'est bien de faire des liens entre les différents territoires. Donc, ils conçoivent leur rôle comme augmenter la capacité renouvelable partout en Europe, puisque justement on est dans un réseau interconnecté, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'investir dans une méga centrale parabolique solaire dans le sud de l'Espagne, qu'ils investissent en France, en mer du Nord beaucoup, et en Croatie, en Pologne, en Suède, en Belgique, en Finlande. Donc ça, c'est l'investissement fait par l'entreprise municipale partout en Europe pour justement donner corps à la vision 100% renouvelable de la ville. Donc ça, c'était un petit peu un panorama, quelques exemples pour justement illustrer le débat, puisque je crois que les principes TEPO sont entièrement applicables à toutes les échelles de territoire. Finalement, ils sont structurants et cohérents pour toutes les échelles de territoire. Et ils n'impliquent pas la même chose en termes de mise en œuvre. Et surtout, ils n'impliquent pas du tout le même espace-temps. L'horizon temporel est relativement différent. Et je voudrais justement finir peut-être par cette difficulté, en tout cas là où, à mon avis, il y a justement encore un travail à faire pour que ces différentes ambitions locales, qui sont pour l'instant possibles parce que ce sont des territoires spécifiques, qui sont donc dans des contextes ou géographiques ou politiques très avantageux, ou les deux ensemble, ou de gouvernance, que l'exemple de Munich, c'est principalement le contexte positif, c'est la gouvernance locale qui le permet, avec la possibilité d'investir dans l'énergie directement par la municipalité, sachant que bien sûr les profits de cette entreprise sont substantiels et permettent de financer en partie des services justement de maîtrise de l'énergie. Comme tu l'avais noté, pour eux, c'est une réalité. Donc, par contre, il est absolument nécessaire d'avoir dans la conversation, et pour faire avancer l'acceptabilité sociale, d'imaginer des mécanismes qui permettent aux villes défavorisées géographiquement ou défavorisées économiquement. Quand une ville comme Dunkerque a sur son territoire la plus grosse raffinerie d'Europe, c'est particulièrement compliqué d'imaginer la sortie du pétrole, et il est nécessaire d'inventer des solidarités spécifiques de sortie, ou des villes qui n'ont pas de compétences directes et qui donc n'ont pas les moyens d'imaginer leur futur. Donc ça, c'est, je crois, un peu le défi actuel, mais pour répondre à la question, oui, 100% énergie renouvelable, c'est possible, en tout cas dans certains contextes. Merci Claire Roumet d'Energy Cities. Donc on a vu ce concept de 100% énergie renouvelable, il ouvre de nouvelles questions sur le rôle des collectivités, le rôle des différents échelons en fait, et le rôle des citoyens. On en a peu parlé, mais vous aurez peut-être des questions aussi là-dessus. Ça ouvre des questions sur une nouvelle solidarité énergétique entre des territoires qui produisent et d'autres qui consomment davantage. Et donc c'est tout un champ de questionnement qui est ouvert et qui est passionnant et qui va au-delà aussi des questions techniques qui restent évidemment pertinentes. J'avais prévu de poser quelques questions pour lancer le débat, mais comme on a pris un peu plus de temps dans les interventions, je vais vous laisser directement poser les questions que vous souhaitez pour qu'on ait quand même une petite demi-heure d'échange. Donc je vais passer dans la salle, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question. En vous présentant d'abord, en essayant d'avoir une question assez courte. Bonjour, Marc Efter, Société Aguerre. C'est une question à Madame Roumet.
Vous avez dit que Munich investit en Espagne, j'imagine, pour du solaire, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. Mer du Nord, ça doit être de l'éolien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un bilan énergétique? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas transporter l'énergie d'Espagne du Sud, il faut un bilan global. Ils produisent leur part d'énergie renouvelable ailleurs et c'est le bilan total qui sera renouvelable. C'est ça le raisonnement? En fait, là, ils expriment ça en disant que l'énergie européenne, c'est un lac. Et en tout cas, l'énergie renouvelable européenne est un énorme lac. Et quand on injecte de l'énergie renouvelable d'un côté, on peut en reprendre de l'autre. Mais effectivement, ce n'est pas du tout pour commencer à transporter l'énergie du sud de l'Espagne jusqu'à Munich. Ils ne savent pas d'où elle vient. Elle n'a pas de couleur, l'électricité. Un électron, c'est un électron. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est juste sur le volontarisme en fait, qu'un acteur public peut avoir. Enfin, il y a trois leviers principaux. Le premier levier, c'est celui effectivement de produire lui-même. Enfin, alors quand on est une collectivité, de produire en direct via des sociétés dans lesquelles on prend des participations, etc. Après, il y a effectivement le levier de l'investissement. C'est ce que je disais. Hein. Le levier de l'investissement, c'est-à-dire qu'on ne produit pas nécessairement chez soi, mais on met l'investissement nécessaire avec une structure attachée à la collectivité. Alors c'est tellement pas culturel chez nous, puisqu'on n'en a pas beaucoup. Des entreprises locales de l'énergie. En France, c'est assez rare. Et alors ça, c'est une typicité française, hein, parce que dans beaucoup d'autres pays, la structure n'est pas du tout la même. Et auquel cas, on investit uniquement dans les énergies renouvelables. Donc on n'investit plus du tout dans le reste, ce qui est déjà extrêmement transformateur. On voit aujourd'hui la force de la campagne de désinvestissement dans les fossiles. Ça a un énorme poids. Et là, on a des milliards d'euros d'argent qui ne vont plus vers ces projets-là. D'investisseurs. Et puis la dernière chose, c'est l'achat. En l'occurrence, quand on parle de l'électricité, c'est l'électricité verte. On peut aussi acheter de l'électricité verte sans avoir investi. Alors c'est des leviers différents, plus ou moins qualitatifs. Peut-être que l'électricité verte, aujourd'hui, c'est le moins signifiant, on pourrait dire. Parce que c'est pas, il y a un peu de double comptabilité là-dedans. Mais voilà, c'est trois leviers qui sont à disposition des collectivités. D'autres questions? Oui, derrière, je ne sais pas s'il y a quelqu'un tout derrière. Bonjour, Marc Daoud, je suis journaliste indépendant, je réalise un documentaire sur la transition énergétique. C'est une question pour Monsieur Marchal, si éventuellement il peut me répondre sur le rapport tout à l'heure qu'il a cité de l'ADEME. Alors moi ce que je ne comprends pas, c'est que c'est un rapport qui a été fuité par Mediapart le 8 avril dernier, qui est ici, qui est très très intéressant. Il y a peut-être éventuellement des points que vous pouvez préciser sur les éventuelles mises à jour qui doivent être faites. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas une priorité pour la COP21. Est-ce que vous pensez normal qu'on n'en parle pas dans les relais médias, les politiques, alors que ça devrait être le document de travail numéro 1? Poser une question politique à un acteur technique, ça ne va pas être facile. Mais justement, tout à l'heure, il a dit que c'était un document qui allait sortir très prochainement, qu'il devait y avoir des mises à jour. Peut-être qu'il a des informations, ou alors peut-être pas du tout. Dans ce cas-là, je me dirigerai vers d'autres interlocuteurs. Alors effectivement, le document que vous avez avait été communiqué par Mediapart parce que c'était effectivement un document de travail qu'on avait envoyé à un cercle de relecteurs à l'extérieur de l'ADEME. Alors pour autant, ce document, il était effectivement pas terminé, hein, il n'y avait pas de synthèse, et effectivement depuis lors, on a travaillé activement à développer 6 nouvelles études de sensibilité qui sont en train de se terminer. Et moi, ce que je peux vous dire s'arrête là. On travaille activement à terminer ce rapport. Après, sa valorisation, son utilisation. Encore une fois, ce rapport ne dit pas que 100% renouvelable, c'est possible ici et maintenant. Enfin, par rapport au titre de cette table ronde. Ce rapport, il est juste là pour éclairer ces sujets-là, identifier quels sont les déterminants, quels sont les paramètres les plus importants qui peuvent peser sur la facture d'électricité pour atteindre de tel taux de renouvelable. C'est bien notre objectif d'être sur ce côté exploratoire
comme l'ADEME finance de nombreux démonstrateurs de recherche, comme l'ADEME finance de nombreuses études, on essaye de fournir des éléments qui peuvent être utiles effectivement à la décision publique et politique. Mais voilà, en tout cas, on travaille en ce moment à terminer ce rapport. 100% d'énergie renouvelable possible. C'est bien justement le 100% renouvelable, peut-être pas tout de suite, ça je suis d'accord, mais en tout cas, les scénarios sont bien décrits avec des descriptions au niveau des coûts et des répartitions géographiques. Est-ce que le rapport se trompe? Alors dans ce cas-là, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai essayé de bien expliquer au début de mon intervention, c'est comme toute étude, cette étude se base sur un certain nombre d'hypothèses et sur un périmètre d'études. Et il y a des choses qu'on n'a pas regardées. Donc notamment, on a regardé comment équilibrer l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau horaire. Tout à l'heure, on parlait d'un territoire TEPOS dont l'objectif est de produire plus d'électricité d'énergie verte sur l'année qu'il n'en consomme. Nous, dans cette étude, on n'a pas placé le curseur au niveau de l'année, on a placé le curseur au niveau de l'heure. On a souhaité voir si à chaque heure de l'année, on pouvait équilibrer cet équilibre. Néanmoins, ça ne veut pas dire que pour la stabilité du réseau au niveau infrahoraire, tout est joué et tout est possible. C'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Voilà. Donc, dans le cadre des hypothèses qui sont prises dans ce rapport, oui, il y a des solutions au problème. Après, on peut toujours essayer de raffiner et toujours voir, toujours aller plus loin dans l'approfondissement. Peut-être, je ne sais pas, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais il y a d'autres rapports qui existent de toute façon sur les 100% renouvelables au niveau mondial. Et après, justement, l'idée, c'est plutôt de voir vraiment quelles sont les questions à approfondir pour avoir une idée des trajectoires. Mais le 100% renouvelable 2050, il y a un certain nombre de rapports qui existent. Greenpeace en a produit un, voilà, un mois. Et il y a l'Agence internationale de l'énergie qui, pour la COP21 justement, va publier un rapport sur la Grèce à énergie renouvelable. Ils n'ont pas dit l'année, mais on sait déjà que c'est bien avant 2050. Et justement, ils gardent un petit peu le suspense pour dire quelle année, mais ils ont fait toute une analyse pour dire quand est-ce que la Grèce pouvait être complètement 100% renouvelable. Et ça sera publié à la COP21. Donc je crois que la question, il ne faut pas se focaliser sur le possible. En fait, de toute façon, il y a une grande campagne qui s'appelle justement Global 100% Renewable Energy. Et eux, leur sous-titre, c'est le seul futur possible. Ce n'est pas de dire c'est possible, c'est le seul, quoi. Donc... Je citerai une autre étude. C'est vrai que tous ces travaux-là aussi qu'a lancé l'ADEME, l'ADEME s'est vraiment profondément inspiré de deux autres études qui datent déjà d'il y a quelques années, mais notamment d'une étude américaine donc menée par le Laboratoire national des énergies renouvelables aux États-Unis, qui est tout sauf une structure politique, qui est plutôt une entité de recherche, qui a publié une étude massive, la faisabilité d'un mix électrique 100% renouvelable aux États-Unis, à un horizon lointain, étude téléchargeable en ligne, au moins 400 pages de documents. Et cette étude-là, elle est tout sauf politique. Enfin, je veux dire, elle a eu lieu, elle a été réalisée par des laboratoires, par des scientifiques. Pour éclairer ce futur-là. C'est pas pour autant que derrière, il y a des décisions politiques. On sait bien quelle est la position des États-Unis par rapport au changement climatique. Donc voilà. Je pense que, en tout cas, dans la vision qu'on a à l'ADEME, on est là au même titre que le NREL pour éclairer, pour fournir des éléments. Pour fournir des éléments scientifiques par rapport à un sujet qui, effectivement, a plein d'autres facettes, notamment au niveau territorial. Oui, j'ai une question très précise pour M. Marchal. C'est Claudio Rumolino de Valorem. J'avais assisté à votre présentation de cette même étude au mois de mai à l'Assemblée générale du Clerc. Et à l'époque, vous étiez attardé sur la répartition des différentes sources d'énergie par région et par filière. Et l'une des choses qui ressortait de votre présentation, c'était que, par exemple, en Aquitaine, l'éolien devait arriver à un coût performant de 110 € du mégawattheure. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, l'Aquitaine est la dernière région de France à n'avoir aucune éolienne.
Quand on montre cette étude en région, les opposants nous disent, je viens de Bordeaux, je précise, les opposants nous disent, mais à 110 € du mégawattheure, pourquoi voulez-vous faire de l'éolien chez nous? Alors, vous m'aviez promis de regarder ça de plus près au mois de mai. Est-ce que vous avez obtenu la réponse? Tout à fait. Et, effectivement, c'est quelque chose qu'on a regardé et c'est quelque chose qui est précisé dans la future version du document, du rapport. On a travaillé au niveau de chaque région sur la productivité moyenne des sites de la région, des meilleurs sites de chaque région. Ce qui fait qu'effectivement, en Aquitaine, globalement, il n'y a pas beaucoup de vent en Aquitaine. Donc globalement, quand on prend la moyenne des meilleurs sites, on obtient un coût de revient de l'éolien qui n'est pas très bon, effectivement, 110 € le mégawattheure. Néanmoins, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des localités précises en Aquitaine où on peut développer un projet, parce que des localités où il y aura un bon gisement de vent. Mais c'est en moyenne par rapport à la surface. Donc ça, maintenant, c'est un caveat qu'on a précisé. On raisonne sur, effectivement, un mix, enfin, du moins un productible moyen au niveau de chaque région. Alors c'est vrai pour l'éolien, c'est vrai pour le solaire. Effectivement, c'est un point important par rapport à la prise en main territoriale des résultats de l'étude. Je dis ça parce que nous avons des projets en Aquitaine à 80 ou 90 € du mégawattheure et on va nous balancer à la figure les études de l'ADEME pour nous dire que ce n'est pas vrai. Oui, mais la mauvaise foi ne s'arrête pas à l'approche scientifique. C'est ça. D'autres questions? Oui, bonjour, Arnaud Moreau, comité de communes de Vitry-le-François. Donc, on est territoire énergie positive. On a fait un gros diagnostic territorial sur 2013-2014. Et il y a une chose qui est intéressante. Je reprends les propos de M. Marchal qui dit que c'est bien nos territoires de s'emparer de leur devenir énergétique et d'aller vers des projets pour arriver à tout ça. Par contre, je suis persuadé que en termes de 100% renouvelable, on y arrivera dans le cadre d'une consommation classique. Par contre, je pense qu'il y a deux freins, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Nous, on est une région très, très éolienne. On consomme, on a déjà 30% d'éolien dans le cadre de notre consommation globalisée, et je dis bien toute énergie. Par contre, il y a quelque chose, il y a toujours un trou dans la raquette concernant les consommations. Je pense à tout ce qui est transport, parce qu'autant la mobilité durable, on arrivera à le gérer par de l'électrique, par de l'hydrogène, par du gaz vert. Mais par contre, tout ce qui est transport en transit, et nous on est sur l'axe Paris-Strasbourg, ça on a du mal à le voir, et c'est quand même le transport, on sait que ça représente une grosse part, presque 25%. Et aujourd'hui, comment on décarbone le transport et comment on voit une vision de décarbonation du transport? Enfin, c'était peut-être moi, Yannick Régnier, du coup, ouais. Alors déjà, faut pas vous flageller pour les gens qui traversent votre territoire. Vous n'y pouvez pas grand-chose. Enfin, vous n'avez pas coupé l'autoroute. Mais sur le transport, enfin, après, c'est là où on a un différenciant, je pense, majeur entre l'urbain et le rural. Enfin, on va faire un peu simple. Nous, on considère qu'en rural, la manière de bouger va pas beaucoup changer, quoi. C'est-à-dire qu'on va continuer de s'appuyer énormément sur la voiture. Éventuellement, on pourra tâcher de les remplir plus. Ce sera quand même pertinent, mais enfin, on ne va pas mettre des bus, enfin, quasiment pas de bus et encore moins des trains. Mais par contre, la question, c'est celle, voilà, de quel type d'infrastructure de transport on va disposer demain. Et ça, c'est beaucoup de la question entre la mobilité électrique et la mobilité autour du biométhane carburant qui se joue ici. Et c'est vrai que là, un peu la difficulté, c'est qu'on a des grands mouvements nationaux qui sont initiés, notamment autour de la mobilité électrique en France, plus que biométhane pour l'instant, même si les deux sont un peu soutenus. Et je ne sais pas si tout ça est réellement pensé au niveau des territoires pour correspondre à des besoins. La mobilité électrique, je pense qu'elle est plutôt moins bien adaptée au milieu peu dense que peut l'être la mobilité biométhane, par exemple. Mais voilà, sauf que si on déploie plein de bornes, c'est des logiques d'infrastructure aussi qui vont avec. Et je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'entité qui pilote une stratégie sur ces questions-là. Parce que on n'aura plus les mêmes stations essence, pour te dire quoi. Soit ce sera des bornes de recharge électrique, soit ce sera des bornes où on va s'alimenter en biocarburant qui aujourd'hui n'existent pas. Moi, ma question portait plutôt sur le fret. Sur le fret, le fret en transit, aujourd'hui, on sait très bien ce que devient le fret et c'est ferroviaire.
remplacé énormément par le fret routier. On voit l'explosion des camions sur les routes et moins sur les autoroutes parce que ça coûte trop cher. Et donc, on n'est pas forcément sur une pente vertueuse, on va dire. Et voilà, c'était mon sentiment là-dessus. Et nous, territoires qui s'emparons de notre problématique énergétique, c'est quelque chose qui nous échappe, sur lequel on peut travailler. Donc, voilà, la question, elle était plutôt sur ça. Parce que je pense que la mobilité telle que vous l'en parlez, c'est-à-dire la mobilité territoriale, on va l'appeler, ça, on pourra la gérer demain. Grâce au stockage d'énergie éolienne, power to gas derrière, et puis voilà. Juste, il y a des choses qui sont pas vraiment sous le contrôle des territoires. Enfin, il faut accepter aussi qu'un certain nombre de choses comme la grande industrie ou effectivement le transit sur les grandes voies d'infrastructure doivent être l'objet d'actions à d'autres niveaux. Je pense. Après, moi, je me souviens de la présentation d'une personne d'Iveco qui disait que dès aujourd'hui, ils font des camions qui fonctionnent au biométhane aussi bien que les camions traditionnels avec quasiment la même autonomie. Après, la question, c'est où ces camions-là, le jour où ils roulent, vont s'alimenter en biométhane carburant. Donc, c'est vraiment la question des infrastructures. Je reviens là-dessus. Et c'est aussi valable pour le fret. Mais je crois qu'on peut quand même aller. Il y a quand même des choses qu'on peut faire sur le territoire, notamment relocaliser une grande partie de la production et justement repenser le système de consommation. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Il y a quand même des villes qui pensent à comment elles vont évoluer. Parce que pour l'instant, il n'y en a quasiment aucune qui a vraiment fait quelque chose, à part l'agriculture urbaine, qui est quand même qui augmente de façon exponentielle partout. Mais ça, c'est une toute petite partie. Hein. C'est vraiment pas. Pour l'instant, c'est anecdotique, même si c'est exponentiel. Il y a vraiment un mouvement très très fort, notamment dans toutes les villes du sud de l'Europe. C'est vraiment là, c'est pas anecdotique, c'est en hectares. Donc il y a des choses qui se passent vraiment. Mais par contre, même au-delà de ça, il y a quand même repenser le système productif. C'est des choses sur lesquelles les villes se positionnent. Et donc, ça voudra dire moins de fret a priori. Aussi pour l'agriculture et puis l'industrie. Oui, bonjour, j'ai une question pour Madame Roumet. Olivier Loiseau, moi je suis le directeur d'une SEM de production d'énergie. Donc on n'est pas encore la Stadtwerke de Munich, on l'espère le devenir. Je voulais justement une question précise sur ce point-là. Donc nous on est détenus par les collectivités, toutes les communes et intercommunalités de Vendée. On a déjà 50 MW d'éolien, on a 5 MW de crête de photovoltaïque. Par contre, on n'arrive pas à lever non plus 6 milliards d'euros pour investir, notamment on a un parc offshore en face sur les côtes vendéennes. On y est intéressé. Je voulais savoir comment, en Allemagne, ils arrivaient à lever autant de fonds propres pour investir dans ces projets-là. Est-ce que c'est 100% de dette et les banques les accompagnent sur un financement de dette à 100% ou ils ont une part de fonds propres et si oui, comment font-ils ? Je ne connais pas exactement le système munichois. Je pense que c'est les deux, mais aussi, surtout, avec des très forts partenariats avec les banques locales. Et donc, il y a aussi des banques municipales, il y a aussi des banques coopératives locales. Et de ce que je connais du système, c'est que c'est souvent très, très fortement vers eux qui vont lever les fonds. Mais après, je pense que dans votre cas, ce qu'il faut aller voir, c'est justement la Stadtwerke de Munich. Hein. Vous avez des projets, ils ont des financements, donc il doit y avoir des possibilités de s'arranger. En tant que territoire, on souhaite investir à 100% dans notre territoire. Mais quand les banques, lorsqu'on va voir nos banques, et d'ailleurs c'est souvent les banques locales qui nous accompagnent le plus, hein, on arrive encore à lever de la dette à 100% sur certains projets ENR, mais par exemple sur un parc offshore, il est hors de question, même un consortium comme celui qui a gagné en Vendée, qui est GDF Suez, EDP et Neoen Marine, lève de la dette à 70%, donc 30% de fonds propres. Et sur un projet de 2 milliards, ça fait quand même 600 millions à sortir, quoi. Donc voilà. Juste un élément, enfin, la différence fondamentale entre la Vendée et Munich, c'est que Munich, c'est une entreprise intégrée sur toute la chaîne énergétique. Donc imaginons une petite différence, c'est que vous soyez non seulement l'opérateur de production d'énergie renouvelable, mais aussi l'opérateur de distribution et qui assure la fourniture. Donc vous faites la totalité, vous avez aussi les déchets, d'autres services publics locaux. Et ça vous donne la clé aujourd'hui du groupe EDF pour investir dans le nucléaire. C'est-à-dire que EDF ne pourrait plus investir dans le nucléaire s'il ne s'appuyait pas
d'un point de vue comptable sur les réseaux, que ce soit RTE et ERDF. Donc la facilité en fait pour les entreprises dans ces pays-là, c'est qu'ils ont des grands groupes vraiment de taille financière beaucoup plus importante au niveau local. Oui, bonjour, Guy Véder, Énergie Partagée. Je voudrais rebondir sur les deux personnes. Là. Donc, d'une part, je voudrais dire que Stadtwerke München est le propriétaire du premier champ éolien alsacien, Dellingen. Donc, avec des finances citoyennes allemandes en Alsace. Nous, on ne sait pas faire ça, même pas chez nous, donc a fortiori pas ailleurs. Deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce que disait le journaliste là, derrière nous. Je trouve effectivement, on est encore dans un de ces cas de frilosité, je pense, alors pas ici nécessairement, mais la manière dont on exploite ces données qui sont, je dirais, extrêmement précieuses, puisque la démonstration est faite d'une manière technique, et tout à l'heure vous parliez technique mais pas politique. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de faire prendre conscience aux politiques qui décident? Parce que, juste petit rappel, j'étais au colloque de l'ADEME au printemps où devaient être présentés les résultats de ces travaux. Ça a été la veille, on va dire, reporté et pas le sujet du jour. Ça aurait dû être le sujet principal, vous le savez mieux que moi. Et donc ça a été expliqué qu'effectivement ce n'était pas fini. Est-ce que ce n'est pas plutôt des lobbies qui ont interdit qu'on parle de ça? Et donc ça c'était printemps. Là on est devant la COP21. Est-ce que on a la chance que la COP21, 196 pays et plus vont être, je dirais, concernés, et ça va être un focus, on va dire, sans pareil. Est-ce que ce ne serait pas le moment que ce genre de vérité ou d'évidence, on va dire, pas vérité, ça va être prouvé en 2050, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plus mettre, je dirais, le pied à l'étrier, des personnes qui peuvent décider? À titre d'exemple, je vais reciter un sujet qui a été abordé dans la dernière conférence, dans la même salle tout à l'heure. L'autoconsommation aujourd'hui, comme elle est limitée à un individu, ne peut pas concerner un quartier. Donc la débilité est déjà là. Si on ouvrait un petit peu les bancs au niveau de la réglementation, Dieu sait, on ne va pas rester au stade de Napoléon. Il faut à un moment donné donner des coups de pied là où je pense pour que les choses avancent, pour que justement les choses évoluent et que l'énergie du photovoltaïque, de l'éolien sur les territoires ne soit pas forcément envoyée sur le réseau, mais puisse être consommée en local, mais pas que chez l'individu qui le fait, les 3 kW de crête de PV sur un toit. La ridicule incrustation, il faudrait faire du rive à rive et permettre justement que, par exemple, un centre commercial qui a X mètres carrés ou milliers de mètres carrés à dispo pour mettre du PV puisse alimenter les voisins sans passer nécessairement par ERDF avec toutes les contraintes administratives qu'il y a. Certes, il faut mettre l'outil en place, mais bougeons, allons dans ce sens. Et la COP21 pourrait être le déclencheur idéal pour montrer tout ce qui est mûr. Il y a de la maturité qui est là. Il n'y a plus qu'à convaincre les politiques que la technique, on la maîtrise, mais maintenant, il faut décider. Justement, peut-être ce sera je vais vous demander le mot de conclusion puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde. Merci à tous. Donc, justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quels sont peut-être les leviers prioritaires là, à mettre en œuvre rapidement ou les freins à lever rapidement pour justement se mettre sur cette trajectoire vers un 100% d'énergie renouvelable? Pour répondre à ce point, je pense que s'il y avait eu des lobbies, ou ne serait-ce qu'un lobby public, comme le ministère de l'Énergie qui était intervenu dans l'étude, il aurait été vachement mal avisé, puisque moi, j'ai jamais vu une étude technique faire autant la une des médias, donc c'est pas très astucieux. C'est la première chose. Et sur la question d'autoconsommation, c'est un peu plus fondamental pour moi, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on pourrait se retrouver avec mes voisins, ils pourront confirmer. L'autoconsommation, c'est-à-dire le fait de ne pas passer par les réseaux. Alors, il ne faut pas considérer que les réseaux, déjà, c'est ERDF, parce que les réseaux, c'est les collectivités locales. Après, le fait qu'il y ait un opérateur majoritaire qui soit ERDF sur 95% du territoire, c'est une autre question. C'est certainement un verrou à terme à lever. Mais il va être levé certainement par d'autres biais que nous-mêmes, l'Europe ou des choses comme ça. Et ne pas passer par le réseau quand même sur un modèle 100% renouvelable, c'est, je pense, une désoptimisation technique d'une part, et c'est surtout la rupture du lien de solidarité en matière d'énergie entre notamment les grandes villes et les zones rurales qui vont être les plus productrices. Donc il faut quand même se méfier effectivement
de ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain, on pourrait dire, c'est-à-dire de ne pas jeter le réseau avec les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec des opérateurs de distribution. Les freins. Sur les leviers et les freins. Alors c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais nous on est en milieu rural, alors on est dans la France des 36 000 églises, donc des 36 000 communes. Assez étonnamment, enfin ça c'est pour arrêter de jeter que de l'huile sur les lobbies, un des problèmes importants, mais qui se résout petit à petit, enfin, c'est vraiment l'éclatement en fait, administratif français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres pays en Europe, les collectivités françaises ne sont pas dotées de l'ingénierie humaine. Alors en interne, mais encore plus par des opérateurs qu'on a évoqué quelques fois, des opérateurs énergétiques territoriaux. Et c'est essentiellement pour moi aujourd'hui cette absence d'ingénierie qui fait que les projets n'avancent pas vite. Première chose, et si les collectivités étaient un peu plus grosses, alors voilà, étaient un peu plus grosses et dotées d'opérateurs, petit à petit, elles pourraient investir dans des projets dont les retombées seraient majoritairement locales. Et ça montrerait assez rapidement, je pense aux citoyens, aux acteurs locaux, etc., que c'est intéressant de travailler sur cette question parce que c'est, ne serait-ce que financièrement, bénéfique. Mais en termes de levier et de frein, et en répondant à la question, je reprendrai peut-être justement un des facteurs les plus déterminants que l'étude d'ADEME montre qui peut poser problème, ou en tout cas qui définit et le mix et le prix, qui est l'acceptabilité sociale. Je trouve que ça c'est assez, c'est percutant comme résultat, parce que c'est pas nécessairement du tout ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Là, je pense justement à l'effet inverse, à un mouvement inverse qui se passe en ce moment en Espagne. En Espagne est un pays qui était très régionalisé en termes d'énergie, fortement fondé basé sur l'énergie hydraulique. Franco a construit des milliers de barrages, et qui ensuite est passé assez rapidement aussi à beaucoup d'investissements dans l'éolien et dans le solaire, mais qui a drastiquement tout arrêté quelques années avec la crise, et qui a complètement changé les politiques qui régissaient en fait le système énergétique pour aller vers seulement un système centralisé, alors que c'était un système qui avait plus dans l'âme, entre guillemets, la possibilité d'être décentralisé. Et aujourd'hui, ce qui se passe là, justement, c'est que l'acceptation sociale, elle va dans l'autre sens. Il se produit un mouvement autour du concept de desobediencia. Donc c'est la désobéissance civile, mais c'est c'est avec le soleil, quoi. La désobéissance à l'impôt du soleil, parce que c'est ça que veut imposer aujourd'hui l'État. Il y a un décret qui est passé cet été et tout le monde en parle. C'est quelque chose qui insupporte justement les citoyens, que de devoir imposer un impôt sur le soleil et faire payer toute la rénovation du réseau et le réseau seulement à l'énergie solaire. Donc, c'est pour dire que l'acceptation sociale, c'est quelque chose qui est vraiment, qui peut aller dans tous les sens, mais qui n'est pas du tout un facteur qui sera négatif jusqu'en 2050. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler très facilement. Et justement, ça, c'est, je crois, aussi le levier principal de ce qu'on peut voir dans les modèles en plus germaniques ou du Nord, où l'outil principal de la transition énergétique, c'est de faire en sorte que les citoyens en soient les propriétaires acteurs. Et ça, je pense que si la décision sur l'infrastructure, qu'elle soit au niveau local et même au niveau régional, est beaucoup plus partagée, je pense qu'il y aura... moi, j'ai toujours trouvé assez hallucinant de savoir qu'une entreprise d'État peut avoir une garantie publique quasiment sur des milliards et des milliards et des milliards et des milliards à l'infini, comme c'est le cas pour l'énergie nucléaire en France, sans qu'il y ait une décision démocratique qui soit prise derrière. Donc là, l'acceptabilité sociale, c'est sûr, il ne faut pas aller la demander. Alors, également, pour rebondir sur les deux questions, vous parlez de l'autoconsommation. Effectivement, l'autoconsommation, il faut y aller, ça c'est sûr, c'est un sujet super intéressant. Mais néanmoins, alors vous citez le cas de l'autoconsommation au niveau du quartier. Il y a d'autres cas qui seront plus faciles que celui-là. Déjà aujourd'hui, faut voir de quoi on parle. On commence seulement à avoir une pseudo-parité réseau entre... dans les bonnes parties de la France, entre le coût de revient d'une énergie photovoltaïque en toiture
et un prix de facture, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle de grands bâtiments sur lesquels le photovoltaïque coûte moins cher que sur un petit bâtiment, en règle générale, on parle aussi de grands consommateurs qui ont des tarifs plus avantageux de l'électricité. Donc la parité réseau, elle n'est pas si proche que ça, elle va arriver, mais on n'y est pas encore. Et donc, dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est de travailler sur l'autoconsommation sur les cas les plus faciles. Allons-y sur, effectivement, le centre commercial ou l'entrepôt frigorifique, qui aura autant de consommation sur place qu'il en produit sur sa toiture. Alors effectivement, après, quand on va vouloir vendre aux voisins d'en face, etc., il y a des freins juridiques à lever, il y a des choses qui sont des souplesses qui sont déjà un peu écrites dans la loi et qu'il va falloir travailler. Et après, donc, sur la deuxième question, sur les leviers, moi je pense également que le point finalement le plus fondamental de l'étude, c'est celui de l'acceptabilité sociale. On voit que dès aujourd'hui, c'est quand même un point d'achoppement, même dans les régions dans lesquelles on commence, qui sont parties les premières sur l'éolien, qui sont très dynamiques sur ces sujets-là. On voit que les projets ralentissent, etc. On est donc en France dans un pays où le temps de développement des projets est le plus long. C'est donc vraiment un sujet fondamental que de travailler là-dessus via la planification territoriale, via aussi les retombées économiques, on en parle souvent, mais c'est bien par là finalement par ce levier-là, on parlait tout à l'heure d'approche systémique, mais effectivement en mettant en avant les retombées économiques d'un projet ou d'un ensemble de projets sur un territoire qu'on fera avancer les choses. Et je crois qu'il y a quelques régies municipales qui, en développant des projets éoliens, s'octroient les jalousies des villes voisines dans lesquelles il y a plein d'opposition à l'éolien, alors qu'il n'y en a pas dans celles où les retombées économiques vont dans la commune. Je pense qu'effectivement, c'est un des leviers importants sur lequel en France on a encore beaucoup de travail. Eh bien, merci à tous pour ces 3 visions très complémentaires de ce que pourrait être un 100% énergie renouvelable. Ce débat continuera jusqu'à la COP et bien évidemment après la COP, puisque tout ne s'arrêtera pas le 12 décembre et qu'on aura l'occasion de développer plein de nouveaux territoires d'énergie positive, d'avoir de plus en plus de villes qui s'engagent sur un cap 100% énergie renouvelable et des travaux complémentaires. On espère bientôt la sortie officielle de cette étude définitivement par la DAME. Merci à tous.